Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le grand débat. Merci d'être avec nous. C'est votre rendez-vous de l'information sur Africa numéro 1 pour mieux comprendre les grands faits de l'actualité en France, en Afrique et dans le monde. L'émission est en direct jusqu'à 19h20, heure de Paris. Un numéro de téléphone pour nous joindre si vous le souhaitez. C'est le 01 55 07 58 00 depuis la France ou le 00 33 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays dans le monde. Et bien sûr, vous pouvez intervenir en direct sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat, Francis Laloupo. Élection présidentielle au Cameroun, le temps des candidatures. Cette édition du grand débat est consacrée donc à l'élection présidentielle au Cameroun, prévue en octobre prochain dans un contexte marqué par une double crise sécuritaire, l'interminable lutte contre le groupe terroriste Boko Haram et il y a aussi ce qu'on désigne comme la crise anglophone qui se transforme en un conflit armé avec d'alarmantes conséquences humanitaires. C'est dans ce climat qu'une douzaine de candidats et peut-être davantage brigueront la magistrature suprême dans un pays qui n'a jamais connu, en réalité, l'alternance par la voie des urnes depuis son indépendance. Quels résultats peuvent-ils attendre, ces candidats, de cette compétition face à l'équation d'une nouvelle et probable candidature du président sortant Paul Biya, 85 ans au pouvoir depuis 1982, inamovible, représentant d'un système qui détient tous les leviers du pouvoir. Quelles seront les offres politiques des différents candidats permettant de mobiliser les électeurs? État des lieux de cette période préélectorale au Cameroun avec un invité spécial, Maurice Kamto, l'un des candidats donc déclarés à cette élection. L'émission est réalisée par Valentin Blanc. Africa numéro 1, le grand débat. Également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Yaoundé, à Douala, à Lubumbashi, à Édimbourg, à Abidjan ou encore à Montréal. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook. On va en citer quelques-uns. Aïssa Toussi, Albert Paimi Padake, Mohamed Echedi Ben Aïssa, Rodolphe Sedjro Rompevi, Prince Kindiwe Nyenga, Studi Médic France, Jourdain Ndiégué, Patrice Ronsounou et encore Massa Ngam qui ont rejoint la communauté des co-débatteurs du Grand Débat sur facebook.com/le Grand Débat. Merci à eux. Et toujours et encore une pensée forte à nos amis du Burundi. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. À quoi ressemble le contexte préélectoral au Cameroun? Quelles sont les capacités des candidats à proposer des offres politiques alternatives susceptibles de faire espérer aux électeurs une alternance au sommet de l'État? Les conditions techniques seront-elles réunies pour un scrutin transparent garantissant la vérité des urnes? Pour en parler avec nous, un invité spécial dans ce grand débat, Maurice Kamto, bonsoir. Bonsoir. Maurice Kamto, vous êtes président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Vous êtes candidat donc à cette élection présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Vous êtes professeur agrégé à la faculté de droit de Yaoundé, mais je vous présenterai plus amplement dans quelques instants. Également avec nous dans cette édition, mon confrère Abdelaziz Moundé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste des relations internationales. Alors, une fiche de présentation, parce que vous êtes candidat à la présidentielle, c'est un peu tradition qu'on instaure quand on reçoit les candidats aux élections présidentielles en Afrique. Vous êtes né en 1954 à Bafoussam au Cameroun. Vous avez entrepris des études supérieures au Cameroun sanctionnées par une licence en droit public à l'université de Yaoundé. Ensuite, vous enchaînez, si je puis dire, plusieurs diplômes et distinctions, diplôme d'études approfondies de droit international à la faculté de droit de Nice, diplôme de l'Institut international d'administration publique de Paris, doctorat d'État en droit à la faculté de droit de Nice, récipiendaire, entre autres distinctions, du prix de l'Académie des sciences d'outre-mer. Vous êtes agrégé des facultés françaises de droit, vous serez professeur aux universités de Yaoundé, enseignant à l'Université de Yaoundé également, puis à l'Institut des relations internationales et à l'École nationale d'administration et de magistrature de Yaoundé, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé 2, avocat au barreau de Paris depuis 1997. Vous êtes membre de la commission du droit international des Nations Unies. Vous avez représenté d'ailleurs le Cameroun et d'autres pays africains dans divers litiges internationaux, notamment devant la Cour internationale de justice. De 2004 à 2011, vous occuperez au sein du gouvernement camerounais le poste de ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux au Cameroun. Et vous êtes donc président de votre parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, créé en 2012. Alors Maurice Kamto, voilà, on retient toujours que vous avez été
au sein du système, au sein du pouvoir avant de vous en écarter. Vous avez été ministre pendant 7 ans, ministre délégué, hein, tenez-vous à préciser généralement. Alors, on se souvient de votre démission du gouvernement en 2011. Est-ce que vous pouvez préciser à nouveau aux auditeurs les raisons qui vous ont amené à prendre vos distances avec le pouvoir de Paul Biya? D'abord, merci de m'accueillir dans votre émission. La première raison, c'est que en 2011, j'avais le sentiment d'avoir accompli la mission qui probablement m'avait amené au gouvernement, c'est-à-dire la conduite de la délégation camerounaise au plan technique dans la mise en œuvre de l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice le 10 octobre 2002 dans l'affaire dite Bakassi, opposant le Cameroun au Nigeria. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, sur le plan de l'observation générale de la marche de notre pays, je pense qu'il y avait suffisamment de signaux qui indiquaient que nous n'étions pas dans la bonne trajectoire en termes de développement économique, en termes justement de politique sociale, et qu'il était difficile, je dois dire aussi, de faire bouger les choses de l'intérieur, comme l'on dit. J'ai pensé que m'étant acquitté de mon mieux du dossier du différend frontalier entre mon pays et un pays voisin, il était temps de prendre mes distances. C'est pour cela que j'ai donc démissionné en novembre 2011. Vous avez pris vos distances pour créer quand même un parti politique, hein, un an plus tard, en 2012. Et étant au gouvernement, pourquoi n'avez-vous jamais songé à adhérer au RDPC, le parti au pouvoir? Non, il y avait, je crois, un désaccord. Oui, il y avait un désaccord profond sur la conception de la vie politique à partir du RDPC. Je rappelle que le RDPC est héritier de l'Union nationale du Cameroun, parti unique fondé en 1966 par le premier président de la République, et qu'ils étaient restés dans la logique du parti unique. N'oublions quand même pas que l'ouverture du pays au multipartisme ne se réalise qu'en 1990-91, dans les conditions que nous connaissons, puisque il y a une marche à Bamenda au cours de laquelle il y aura 6 morts. Marche parce que les gens veulent créer un parti politique d'opposition, alors même que l'article 3 de la Constitution de l'époque disait déjà que les partis politiques, les partis et formations politiques au pluriel concourent à l'expression du suffrage. Donc il m'était assez difficile, en ce qui me concerne, justement d'adhérer à une formation politique qui vivait très mal la concurrence et ne l'avait finalement accepté du reste en 1990 que dans les conditions que je viens de décrire. Maurice Kamto, on vous a reçu dans le grand débat. Alors j'ai été voir dans mes documents, c'est précisément le 22 juin 2015. Hein, donc voilà. Donc à cette époque-là, vous aviez déclaré à propos de votre parti politique: nous voulons surtout faire savoir aux Camerounais que nous sommes parvenus à réunir plusieurs formations politiques sous une même bannière, parvenir ici à en réduire le nombre plutôt que de le multiplier à l'infini. Et cela témoigne de de la pertinence de notre mouvement. Nous restons ouverts aux partis et aux personnalités qui veulent se joindre à nous. Alors, est-ce que vous êtes parvenu, je veux dire, à intégrer plusieurs mouvements, à, de telle manière, freiner, je dirais, cette multiplication exponentielle des partis politiques au Cameroun? On en compte 300 hein, au bas mot. Hein. En effet, pas autant que nous l'aurions voulu. Oui. Parce que finalement, je crois que la fusion s'est faite avec 2 ou 3 partis politiques, alors qu'au début, on visait peut-être 5 ou 8, voire plus. Mais chemin faisant, certaines formations politiques qui étaient avec nous au départ ont choisi de reprendre leur liberté, parfois pour des questions, j'allais dire, idéologiques, puisque une des formations a quitté le navire parce que elle mettait l'accent sur le caractère religieux de l'idéologie qu'il fallait mettre en avant. Et notre argument était de dire, d'abord, nous sommes un État laïque, ensuite, on ne peut pas écarter les Camerounais qui n'auraient pas de religion. Donc, nous sommes ouverts à tout le monde. Ça ne peut donc pas être un argument. Donc, cette formation politique-là est partie. D'autres, pour d'autres raisons qui leur sont propres, également ont quitté le navire. Mais je puis vous dire qu'au moment de la création du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il y avait le MRP, Mouvement républicain populaire, le MOREP, mais qui avait fait semblant de fusionner, mais ne l'avait pas fait finalement, puisque
au lieu de la fusion, c'est son président qui s'est détaché tout seul de son parti pour rejoindre le MRC. Il y avait le PPD qui est un parti qui est basé à Douala, d'ailleurs durant duquel est issu notre seul député, puisque nous avons... Vous avez un seul député à l'Assemblée nationale. On en parlait tout à l'heure. Alors, vous avez été investi par votre parti en avril dernier. Alors, c'était une grande cérémonie. On a vu les images, évidemment. Et, on a fait de notre mieux. Pourquoi vous êtes candidat, au fond, Maurice Kamto? Pourquoi vous êtes candidat pour compétir réellement, pour gagner, ou alors simplement pour, je veux dire, ancrer davantage votre parti sur l'échiquier politique camerounais? Non. Si je commençais par la fin, je dirais que la situation du pays ne permet pas que l'on fasse ce genre d'aventure ou que l'on se donne ce genre de liberté de venir juste pour essayer ou enraciner son propre parti politique. Non, nous venons avec la ferme intention de gagner. Et nous avons travaillé dur pendant 6 ans pour nous donner justement les moyens et créer les conditions d'une victoire de l'opposition et en tout cas d'une victoire d'un candidat porté par notre parti et d'autres formations politiques éventuellement. Pourquoi est-ce que je suis candidat? C'est que lorsque vous regardez la situation de votre pays, sur une longue période ou une période relativement longue, à un moment donné, vous posez la question suivante. Est-ce qu'on va continuer les uns et les autres à se croiser les bras et à ne rien faire? Et lorsqu'au fond de vous-même, vous faites une réflexion, et peut-être avec d'autres, pour dégager un corpus d'idées et de propositions concrètes qui peuvent contribuer à améliorer les choses, vous dites, je peux apporter ma modeste contribution. Et dès lors que vos camarades vous font confiance, alors vous sentez justement le devoir d'engager le combat politique que nous engageons aujourd'hui en vue de la présidentielle à venir. On parlera tout à l'heure, dans quelques instants, de la manière dont cette candidature est perçue et commentée au Cameroun. Mais avant cela, je laisse la parole à Abdelaziz Moundé, mon confrère, pour un premier commentaire sur cette candidature, très commentée. Oui, une candidature très commentée, évidemment, pour ce que le personnage Maurice Kamto ne laisse pas indifférent. Vous avez rappelé tout à l'heure à la fois sa trajectoire, mais aussi parce que malgré tout le discours, je vois que Maurice Kamto fait des efforts herculéens même pour clarifier sa pensée. La dernière fois sur Afrique Média, il a été encore plus clair sur un certain nombre de sujets, mais il y a des polémiques qui persistent. Et je pense que ces polémiques persistent pour 2 raisons. Maurice Kamto est l'auteur d'un ouvrage, L'urgence de la pensée, qui nous a nourris pour certains d'entre nous. Quand j'étais étudiant en journalisme, ce sont des ouvrages que, publiés dans une maison d'édition qu'il connaît, donc, en 93. Et dans cet ouvrage-là, Maurice Kamto dit... le plus dur reste à faire, c'est de prendre toutes les bastilles qui sont dans nos têtes, car nous n'avons cessé d'être les propres fossoyeurs de nos espérances. Est-ce que, justement, ce n'est pas cela le Cameroun, puisqu'il se lance dans une diatribe, finalement, ou bien une analyse, mais vraiment au scalpel de la société camerounaise. On est en 93, donc ça fait déjà un certain moment. Et on transpose la société camerounaise qu'il décrit en ce moment-là, aujourd'hui. On a trait pour trait ce que Maurice Kamto décriait là-dedans. Est-ce que finalement, ce n'est pas cette crise à la fois morale, cette crise de l'imaginaire, cette décrépitude des valeurs qui fait qu'on ne croit plus, on a démonétisé la parole au point de ne pas croire en des candidatures comme les vôtres. Y compris la parole politique, alors. La parole politique. Maurice Kamto. Oui, vous avez sans doute raison. J'ai écrit ce livre dans le souci de jeter vraiment modestement ce que je considérais comme les bases d'un débat serein au Cameroun. Parce qu'à l'époque, déjà, effectivement, on voyait les dérapages que l'on constate aujourd'hui. Vous avez raison de dire qu'on peut transposer la situation. Mais est-ce une bonne raison pour ne rien faire? J'ai écrit le livre en 90. J'étais pas dans le champ politique. J'étais dans l'espace public, mais pas dans le champ politique. Je faisais ce constat. Et j'ai pas eu l'impression que, chemin faisant, les choses aient fondamentalement changé. Au fond, ce que l'on observe, c'est qu'après 1992, qui est l'année où a eu lieu la première élection pluraliste au Cameroun, après le retour du multipartisme, il y a eu la construction d'un discours politique qui a passablement... Il y a aussi le comportement des acteurs, mais il y a eu un discours qui a été élaboré, qui a éloigné les citoyens camerounais du champ politique. Le premier élément de ce discours, c'était de toute façon, que vous votiez ou pas, ça ne changera rien, la victoire est déjà assurée à un parti politique. Deuxièmement, en face, il n'y a rien, il n'y a aucune offre politique.
Et troisièmement, il y a eu aussi le comportement des acteurs qui n'a pas toujours, de ce point de vue-là, été exemplaire sur le plan politique. Je suis même pas sur le registre moral ou éthique. Déjà, sur le plan purement politique, ça n'a pas été exemplaire. Pour toutes ces raisons, nous avons effectivement compris que nos compatriotes avaient sans doute de bonnes raisons de dire, mais enfin, on n'y voit pas clair, on peut prendre du recul. Et c'est sur la base de ce diagnostic que nous avons engagé notre propre travail politique à partir de 2012-2013. Oui. Oh, oui. Alors, donc, pour ne pas vous couper, Maurice Kamto, en fait, je vais poser deux questions pour clarifier davantage. Parce que Francis Lalopo, tout à l'heure, a évoqué la création du MRC. Et on a vu d'anciens camarades se déployer dans les médias pour contredire la version que vous donnez. Hubert Ateba, Fabien Assigana, qui... voilà, il y a une théorie du complot, finalement, qui prospère dans l'opinion. Alors, est-ce que c'est l'occasion, peut-être, de clarifier les choses au sujet de la création du MRC, précisément, qui pouvait avoir un double avantage? Le premier, c'était de rassembler des forces. Et évidemment, une perspective comme la présidentielle, où on a un éclatement, une atomisation, on peut rassembler des forces, vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi le fait qu'on a une émergence d'idées nouvelles, une offre politique nouvelle sur le champ, dans l'espace politique camerounais. Allez-y. Merci. Sur les conditions de création du mouvement pour la renaissance du Cameroun, je crois que tout le monde sait, et je ne peux pas nier que ces personnes que vous venez de citer étaient présentes, justement, au moment où nous tenions nos premières réunions, pour ceux qui connaissent Yaoundé, vers le carrefour Mec, qui va vers Colbison. On tenait ces réunions-là. Avant que ça ne devienne parti politique, on était encore justement sur le plan du débat d'idées, de définir un corpus idéologique, qu'est-ce qu'on veut faire exactement, avec qui et comment. Et donc, ces personnes étaient là, indiscutablement. Et je dois vous dire au passage que je ne me suis pas nommé président du MRC. Et si les gens sont honnêtes, ils vous diront quand j'y suis arrivé. J'ai dit, je voudrais que l'on construise un parti d'opposition crédible au Cameroun. Mon premier souci n'était pas d'en devenir le président, croyez-moi. Et lorsque nous tenons la première convention du parti, c'est pas moi qui me désigne président, c'est eux. Et je n'ai nommé personne à aucun poste. Ce sont eux, toutes ces personnes que vous nommez. Vous pouvez encore leur demander si je leur ai proposé un poste ou un autre, si je les ai nommés à un poste ou un autre. Les discussions se sont faites d'ailleurs autour de notre camarade Fogué, qui était le président du MRP. Et c'est autour de son parti, finalement, que le MRC est né, puisqu'on a en fait converti l'acte de création de son parti en MRC, en parti MRC. Et donc, c'est eux qui ont discuté pour dire qui fait quoi, à quel poste. Voilà comment c'est né. Et cela a été acté au cours de la première convention. Ensuite, ces personnes se sont éloignées d'elles-mêmes, demandé, posé la question à combien le directoire national, parce qu'on croit que Maurice Kamto règne sur le MRC. Il y a l'organe de décision qui siège chaque fois, une fois par semaine, tous les mardis, s'appelle le directoire national du parti. Donc, vous n'avez pas privatisé le MRC. Absolument, loin s'en faut. Et donc, ces personnes ne sont pas venues 3 ou 4 fois en 5 ans aux réunions du directoire. Je suis surpris qu'elles puissent tenir de tels propos. En tout cas, vous en êtes aujourd'hui le candidat pour la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Édition spéciale de ce grand débat consacré à cette élection présidentielle au Cameroun. Notre invité exceptionnel, Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Restez avec nous, on marque une pause pour la publicité. Retour dans 2 petites minutes pour reprendre le cours de ce débat. Ne partez pas, à tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Lalopo. Édition spéciale avec l'invité exceptionnel Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Et notre confrère invité, Abdelaziz Moundé, journaliste et spécialiste des relations internationales. Maurice Kamto, alors désormais, votre candidature s'inscrit forcément dans un rapport de force, évidemment, sur la scène politique camerounaise. Alors, sur le site Cameroun Web, il y a eu un article la semaine dernière qui indiquait que, je cite, les populations kirdi majoritaires dans l'extrême nord se rallient massivement au MRC. Elles qui, par le passé, étaient favorables soit au RDPC, soit au MDR de Dakole Daïsala, ont décidé de se tourner vers Maurice Kamto et à cet effet, des démissions massives ont été enregistrées ces dernières semaines au sein du RDPC pour le MRC. Fin de citation. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité ou un peu d'intox. En tout cas, pourquoi dit-on que vous êtes devenu le candidat le plus dangereux pour le RDPC alors que votre parti ne compte qu'un député à l'Assemblée nationale? Mais c'est à ceux qui disent cela qu'il faudrait poser la question. Ce que je sais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons pris notre tâche très au sérieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a lancé un parti politique, on ne voulait pas entraîner les Camerounais dans une aventure sans lendemain.
Et donc, il fallait construire un projet politique sérieux et l'appuyer sur une organisation bien implantée sur l'ensemble du territoire. C'est ce que nous avons fait au cours des 6 dernières années. Et là, on a parlé des populations de l'extrême nord, mais on peut parler des populations d'autres régions du pays. Nous sommes un parti national. Parce que certains vous reprochent justement d'avoir créé un parti, disons, plutôt ethnique, qui drague, je dirais, sur des terrains tribaux. Est-ce que vous ne voyez pas qu'ils sont contradictoires avec eux-mêmes? Un jour, ils disent que c'est un parti qui, d'ailleurs, se confine à un village. Oui. Parce qu'on est jusqu'à mon village d'origine, ou en tout cas celui de mes parents. Oui, ça fait pas beaucoup d'électeurs. Voilà, exactement. Et le lendemain, on vous dit, ah oui, mais le chef de son village est élu sénateur du RDPC. Alors, si le chef de mon village est élu sénateur du RDPC et est soutenu par ces populations, cela veut dire qu'ils ne soutiennent pas mon parti et donc mon parti ne peut pas être un parti d'un village. Donc tout ça est contradictoire. Un coup, on vous dit c'est un parti régional, ça se limite à l'ouest du pays. Oui. Mais le lendemain, on vous dit il y a une adhésion massive des populations de l'extrême nord. Il faut savoir ce que l'on veut. Je crois qu'aujourd'hui, les Camerounais doivent pouvoir constater qu'il y a une alternative crédible au Cameroun, une offre politique sérieuse, qui repose sur un parti politique organisé, structuré, présent sur l'ensemble du territoire national, mais avec un projet politique bien construit, avec un programme articulé, dont nous allons d'ailleurs dévoiler l'ensemble des grandes lignes et d'ailleurs les modalités de financement au cours des semaines qui viennent. Alors, il faut quand même, quand on entend la plupart des opposants, ils affirment tous, on les a écoutés, que voilà, tant que le système actuel sera en place, le processus électoral ne servira qu'à la victoire du candidat du RDPC. Alors, à quoi sert d'être candidat, je dirais, dans ce contexte? C'est ça la différence, j'allais dire, entre nous et les autres. C'est que nous sommes partis d'un vrai diagnostic de la scène politique camerounaise. Nous n'avons pas simplement voulu créer un énième parti politique. On s'est dit, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi, dans un pays où on sent confusément, sans avoir fait une étude sociologique ou un sondage particulier, qu'il y a un malaise global et que l'opposition, pourrait-on, enfin la population, pourrait-on dire, est majoritairement dans l'opposition, on n'arrive jamais à réaliser cela, à transformer cela en victoire politique. Oui. Nous sommes partis de là, nous avons posé le diagnostic, nous avons testé nos analyses lors des élections de 2013, nous sommes allés aux élections. Nous avons vu également avec le nouveau code électoral les points de faiblesse du code, donc qui permettent les fraudes. Ça ne veut pas dire que nous pouvons éviter les fraudes à 100%, mais nous savons aussi quelles dispositions il faut prendre pour limiter les fraudes. Vous croyez que si Paul Biya était candidat demain, parce qu'il n'a pas encore officiellement prononcé sa candidature, annoncé sa candidature, je veux dire, pourquoi aujourd'hui les conditions, je dirais, d'une alternance au sommet de l'État par la voie des urnes seraient plus, davantage réunies qu'autrefois? D'abord parce que je crois qu'on a une lecture statique de la scène politique. Donc vous y croyez aujourd'hui, je dirais, à l'alternance au sommet de l'État par la voie des urnes au Cameroun? C'est vraiment notre conviction. Paul Biya pourrait être battu donc par les urnes. Ce qu'il se présente, il sera battu. Et vous le verrez. Autre chose est de savoir si les institutions qu'il a mises en place vont proclamer le résultat sorti des urnes. Mais je peux vous dire, dans les urnes, il sera battu. Enfin, mais ça, c'est une autre paire de manches, parce qu'il aura quand même été battu. Mais ça, c'est une autre paire de manches, parce que c'est... On a vu ailleurs, sur d'autres cieux, des candidats, des présidents sortants battus, mais qui sont maintenus quand même aux commandes de l'État. Oui, bon, est-ce pour autant qu'il ne faut pas aller aux élections et dire, c'est... Non, mais la question est de savoir si vous avez, vous, la capacité, je dirais, pour affronter un système qui, jusqu'à présent, ne favorise pas l'alternance par la voie des urnes. Question extrêmement importante, mais moi, je réponds toujours à cette question en disant, chez moi, on dit qu'on ne pleure pas un deuil qui ne s'est pas encore déclaré. D'accord. Voilà, donc, quand le deuil sera là, on va le pleurer. Mais enfin, ce que je voudrais dire pour l'instant, c'est que si vous regardez bien, donc on a eu une lecture statique de la scène politique camerounaise. D'abord, peut-être les 2/3, pour ne pas dire, la moitié, sinon les 2/3 de l'électorat camerounais, aujourd'hui, est composé de gens qui ne votaient pas il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Donc, on ne prend pas cela en considération. Deuxièmement, on ne prend pas en considération le fait qu'il y a une vraie détérioration du climat économique et social. Le tissu politique lui-même, j'allais dire social, est déchiré. Nous voulons le recoudre, c'est pour cette raison. Il n'y avait pas la crise anglophone dont vous avez parlé en introduction, avec l'ampleur que nous connaissons. Voilà. Il n'y avait pas la situation que nous observons du chômage massif des jeunes qui atteint 80% des jeunes Camerounais. Et donc, tout cela ne peut pas être mis de côté comme cela n'existait pas. C'est fort de cette analyse et de ce que nous observons sur le terrain. Regardez le nombre d'inscriptions sur les listes électorales. En 2011, le corps électoral était de 7 500 000 à peu près. Il est tombé à 7 millions. Là, en avril, on a dit qu'il est autour de 7 90 000 sans nettoyage des doublons. Mais en réalité, on peut dire qu'il y a eu une régression. Et cette régression vient de ce que, pendant longtemps, on a fait voter des populations d'États voisins au Cameroun.
et que la crise dans la partie septentrionale du pays a empêché justement l'inscription massive de ces populations à nouveau. Donc nous avons un corps électoral qui a réellement évolué par rapport à 2007 ou avant, où on était autour de 4 millions, 5 millions. Ceux qui s'inscrivent aujourd'hui, c'est ceux justement qui ne votaient pas avant et qui ont envie de s'exprimer pour dire leur désaccord. Et vous verrez en octobre ce qui va se passer, les gens vont être surpris. Et vous admettrez quand même qu'au-delà de cette démonstration qui est absolument lumineuse et tout à fait convaincante, un coup d'État électoral est toujours possible. Oui, absolument. Je saurais vous contredire là-dessus. Abdelaziz Moudé. Oui, Maurice Kamto a évoqué la crise anglophone. Je pense que c'est une question fondamentale et majeure de l'heure aujourd'hui. En l'état, Maurice Kamto, en octobre de l'année dernière, vous avez fait une sortie sur l'effacement du politique, la mise entre parenthèses de la Constitution et de la loi, et aussi la militarisation rampante. C'était en octobre 2017, après les événements du 1er octobre. On a constaté qu'aujourd'hui, les égorgements de population, les rasages de villages, de militaires, etc., se sont banalisés presque. Alors, est-ce qu'il faut attendre que vous soyez au pouvoir, Maurice Kamto, pour que la question du dialogue soit posée? Est-ce qu'il faut attendre que vous soyez au pouvoir pour que les rapports de force puissent conduire M. Biya à organiser un véritable dialogue ou bien à organiser une sortie de crise? Je crois que tous les Camerounais sont désespérés devant l'inaction du président de la République. Tout le monde sait qu'il a tous les pouvoirs pour régler la crise. J'ai coutume de dire à mes compatriotes, vous nous interpellez, mais moi si je vais à Bamenda ou à Boya et je discute avec mes compatriotes qui sont là, sans avoir un mandat du président de la République, quel que soit le résultat auquel nous parviendrons, on ne peut pas acter. Parce que c'est lui qui a les moyens d'acter les décisions qui vont être obtenues à l'issue d'un dialogue éventuel. Vous y croyez encore au dialogue? Non, je crois qu'il a donné toutes les indications qu'il n'ira pas au dialogue. Parce que tout le monde attendait déjà, dans son discours de fin d'année 2016, si je me trompe, lorsqu'il a dit on ne changera pas la forme de l'État. Enfin, le Cameroun est une république unie et indivisible. Personnellement, j'avais espéré qu'à cette époque, il dirait dans son discours, voilà, on va régler cette affaire en mettant en place la régionalisation, qui est contenue dans la Constitution. Dans la Constitution qu'il a voulu en 1996. Parmi les solutions que vous préconisez, vous parlez de régionalisation, de décentralisation, de fédéralisme même. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, ce sont trois options donc, qui seraient retenues à l'issue d'un dialogue. Absolument. Or, le mois dernier, un ministre camerounais, celui de la décentralisation et du développement local, Paul Atandjanji, lui déclarait très clairement que le dialogue n'était plus à l'ordre du jour. Il donnait même un ultimatum d'ailleurs aux militants anglophones pour déposer les armes. Donc, on n'est plus du tout, je dirais, dans un processus de dialogue. On s'en est plutôt éloigné. Vous avez raison. Et c'est devant ce constat que nous pensons que le gouvernement actuel ne peut pas régler la crise. D'abord parce qu'il n'a pas la volonté de régler la crise, mais aussi parce que désormais il s'est discrédité et donc du coup il est disqualifié pour le faire. Parce qu'il n'est plus audible du côté des anglophones. Parce qu'il a en réalité, toutes ces personnalités ont montré qu'elles ne pouvaient pas apporter une solution à la crise, quand bien même d'ailleurs, elles viendraient de la partie anglophone. C'est pour cela que nous disons, l'élection est une clé, parce que si vous changez de gouvernement, vous changez d'équipe, de personnel politique, vous pouvez avoir le dialogue dont le pays a besoin. Ceux qui disent que le dialogue n'est plus à l'ordre du jour n'ont rien compris à la construction des sociétés et des nations. Une nation est une invention de chaque jour. Nous sommes dans des pays qui ont 1000 ans d'âge. Et ces nations n'ont pas été toujours comme elles sont aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut nier la crise anglophone qu'elle n'existe pas. Donc, la question de la forme de l'État n'est pas tabou, selon vous? Non, du tout, absolument pas. C'est pas ce qu'on entend de l'autre côté, en tout cas du côté du pouvoir. La seule question qui n'est pas à l'ordre du jour, qui ne sera jamais sur la table, c'est la sécession. Ça n'est pas une option. Après cela, on peut débattre de la forme de l'État au Cameroun sereinement. Oui, vous l'avez dit, il y a la question du programme du MRC sur un statut particulier qui sera accordé à ces deux régions dites anglophones au Cameroun. Mais ce qui était intéressant dans votre propos tout à l'heure, c'est la question de la fabrique des nations. J'ai suivi un propos très intéressant, d'autre part, puisque je m'intéresse à ces questions panafricanistes. C'était sur les États-Unis d'Afrique centrale avec le trait d'union qui existe entre les différentes populations. C'est une idée de Barthélemy Boganda, effectivement. Et alors, j'allais vous poser la question, la double question suivante. Premièrement, Maurice Kamto, est-ce que vous pensez qu'il y a une question identitaire dans la crise anglophone? Et qu'à la question de l'héritage colonial des langues, c'est substituer une question d'identité propre à ces deux régions-là. Et ensuite, est-ce que vous pensez que ceux qui se sont constitués comme ambazoniens pourront entendre ce que vous leur proposez
dans une alternative qui est celle du MRC. Pour vous rappeler que l'Ambazonie, c'est le nom que les militants anglophones ont donné à leur territoire. Ce qui est supposé être leur territoire. Exactement. Oui, Maurice Kamto. C'est un mot, c'est pas pour l'occulter que je ne prononce pas volontiers, parce que effectivement, je ne veux pas donner l'impression au Cameroun, enfin aux gens qu'il y aurait une partie de notre territoire qui serait un État ou une nation. Non, cela étant dit, la question que vous posez est importante. Est-ce que à la question de l'héritage culturel anglophone, c'est superposé ou il y a en dessous, j'allais dire, une question identitaire spécifique? Non, je ne crois pas. Est-ce que cela a produit, c'est ce que disait Abdelaziz, une identité spécifique qui serait donc, comment dire, différente de celle des autres Camerounais? Absolument. Absolument. Mais tout comme on peut dire la même chose du côté des francophones, c'est-à-dire qu'au fond, j'ai l'impression que nous, francophones, nous regardons toujours les choses à partir de notre propre perspective. D'accord. C'est-à-dire, quand vous êtes anglophone, ils se demandent, mais enfin, pourquoi ces francophones ne comprennent pas que nous, par exemple, nous voulions parler l'anglais, que nous voulions avoir, par exemple, des universités avec des spécificités anglo-saxonnes, que nous voulions appliquer la common law en matière de droit des affaires. Ils ne comprennent pas. Et effectivement, quand on fait l'effort de se mettre à leur place, on comprend. Parce que si vous dites à un francophone, bon, à partir de demain, voilà, c'est l'anglais qui sera dominant chez vous, vous allez appliquer le common law, vous allez, je ne sais pas moi, et bien d'autres choses. Le francophone va dire au nom de quoi et pourquoi. Or, n'oublions pas que les deux parties du pays sont au même niveau en 2016. Le condominium franco-britannique s'installe sur le Cameroun en 1916. Et aucune des deux parties n'a demandé à être sous condominium ou à être sous administration de ces deux pays. Donc nous devons accepter ce double héritage qui, effectivement, est un héritage du Cameroun. Et non alors, pas comment rendre compatible ce double héritage avec l'exigence de la construction de l'État-nation? Est-ce que l'État-nation n'existe pas dans des pays où il y a pluralité d'héritage? Je crois que le Canada est bilingue. Et même si, effectivement, il y a des velléités indépendantistes dans ce pays, il reste que c'est une nation. Enfin, en tout cas, c'est un pays uni. Et on pourrait multiplier aujourd'hui. Il y a des pays, même comme les États-Unis, où on voit une minorité hispanophone monter en puissance. Mais manifestement, au Cameroun, on n'a pas pacifié les identités spécifiques. En tout cas, les différences. La diversité n'a pas été pacifiée, en quelque sorte. Non, je ne crois pas. Et vous avez posé une question. Est-ce que donc, ceux qui revendiquent la sécession entendront mon discours? Je pense qu'on va faire une offre et avec le souci justement que la majorité qui est modérée trouve une réponse à ces attentes et se décroche de cette minorité qui veut la sécession et la partition du pays. C'est la façon de régler le problème. C'est le modèle. Aujourd'hui, on pousse tout le monde dans les bras, on pousse tout le monde dans les bras des sécessionnistes, des extrémistes. Et c'est ce qu'il faut couper. Enfin, vous voulez dire à ceux qui aujourd'hui militent dans les zones dites anglophones, je vous ai compris, quoi. C'est ça. Hein. C'est peut-être la phrase qui manque aujourd'hui de la part du pouvoir. C'est ça. On marque une pause, messieurs. On revient dans 2 minutes pour la suite de ce débat. Merci. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Édition spéciale, élection présidentielle au Cameroun. Notre invité exceptionnel, Maurice Kamto, l'un des candidats déclarés à cette élection qui se déroulera en principe au Cameroun en octobre prochain. Maurice Kamto est président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Mon confrère qui m'accompagne au cours de cette émission, Abdelaziz Moundé, journaliste et spécialiste des relations internationales. On va rester donc sur la crise anglophone. Crise évidemment compliquée parce que voilà, c'est une crise qui vient se rajouter à l'autre crise sécuritaire, la lutte contre Boko Haram. Quel bilan faites-vous de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram? Je pense que, avant toute chose, je voudrais féliciter chaleureusement, si je puis, les forces de défense de mon pays, le Cameroun, qui pendant 4 ans, depuis au moins 2014, ont sacrifié leur vie, n'ont rien épargné pour assurer l'intégrité territoriale de notre pays. Mais je voudrais associer à ces félicitations et à ces remerciements les partenaires du Cameroun qui ont apporté leur accompagnement technique pour nous permettre justement de bien identifier les réseaux, enfin l'origine des attaques terroristes et de mieux les contenir. Maintenant, en termes de bilan, je dirais le bilan est important en termes de perte de vies humaines, et notamment parmi les populations civiles, on ne le dit pas assez.
malheureusement, l'Afrique ne retient pas autant d'attention lorsqu'il y a des attaques terroristes de ce genre, comme les pays occidentaux. Mais il fut une époque où c'était quasi quotidien. Et donc, nous avons payé, et nos populations de l'extrême nord en particulier, ont payé un lourd tribut. Est-ce que la réponse militaire du pouvoir camerounais a été à la hauteur, je dirais, du fléau, du péril, de la menace? Je crois oui. Mais il faut toujours, aujourd'hui encore, combiner la réponse militaire avec la réponse socio-économique. Parce qu'au fond, cette secte a aussi prospéré sur la pauvreté. Parce que c'est une des régions les plus pauvres du pays, parce qu'elle a été abandonnée, il faut le dire. Les projets de développement qui existaient par le passé ont été démantelés au cours des ans. Il reste à peu près 1 ou 2 grosses entreprises agro-industrielles comme la Semerie et la Sodicoton. Mais cela ne permet pas de pourvoir les populations et notamment la jeunesse en emploi suffisant justement pour les écarter des chemins des terroristes. Je pense qu'il est temps qu'il y ait un vrai plan de développement, non seulement de l'ensemble du pays, mais de façon plus spécifique de ces régions. Ce sont des réponses que nous avons dans notre programme parce que nous pensons que ces populations sont très travailleuses et il leur manque très peu de choses pour être extrêmement productifs. Par exemple, de l'eau, c'est une région où il faut rendre l'eau disponible. Aujourd'hui, périodiquement, il y a une menace de famine dans ces régions, tout simplement parce que la production agricole dépend uniquement de la pluviométrie. Si un cultivateur de l'extrême nord rate la fenêtre d'opportunité des 2 premières semaines de pluie, sa récolte est perdue, elle sera faible. Et donc, on sait le problème, nous avons posé le diagnostic et les réponses existent. C'est ce que nous allons faire. Donc, en réalité, pour couper complètement les liens entre les populations ou les tentations que les populations pourraient avoir vis-à-vis du discours des sectes islamistes, il faudrait effectivement encadrer davantage ces populations, les accompagner dans le processus de développement, renforcer les structures d'éducation, parce que là aussi, quand on y va dans ces régions-là, on constate que le système éducatif est un peu abandonné. Maurice Kamto, vous êtes souvent présenté comme le chantre de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Comment pensez-vous restaurer, si vous étiez élu demain, comment pensez-vous restaurer ces valeurs dans un pays, voilà, il faut dire quand même, après 35 ans d'un régime qui a privatisé tous les leviers du pouvoir? C'est une question fondamentale, parce que la gouvernance déterminera la capacité de notre pays à se mettre sur les rails de la modernisation, ce que nous proposons, là, moderniser le pays. Comment faire? Il y a plusieurs leviers. Au niveau global, par exemple, pour les dirigeants du pays, parce qu'on a dit un jour, l'exemple vient du sommet. Donc, il faut être exemplaire soi-même. Absolument. Et pour le faire, moi, je suis très favorable à la déclaration des biens et avoirs. Et c'est pour cela que lorsque nous étions au ministère de la Justice, nous avons élaboré la loi d'application de l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens et avoirs. Donc, il y a une loi de 2006. C'est ça. Il reste le décret d'application. Nous l'avons élaboré également en son temps et nous l'avons adressé au chef de l'État. C'est à lui de signer parce que s'il signe, on peut mettre en place le comité devant lequel on doit déclarer les biens et avoirs. Et j'ai promis, je me suis engagé devant les Camerounais que si ils me faisaient l'honneur et la confiance de me confier les rênes du pays, l'un des premiers actes que je signerai, c'est la mise en place de ce comité parce que je voudrais moi-même déclarer mes biens et avoirs avant d'entrer en fonction pour que les Camerounais n'aient pas le moindre doute sur mon niveau d'enrichissement entre le moment où j'entre et le moment où je sors. Donc ça, c'est au niveau global. Alors comment instaurer cette nouvelle culture? Parce qu'on entend bien, évidemment, que vous en appelez à une nouvelle culture politique, une nouvelle culture du comportement, à de nouvelles pratiques, je dirais. Absolument. Comment instaurer tout cela sans heurter ceux qui, jusqu'à présent, ont eu intérêt à la pérennisation du système en place? Il ne faut pas craindre de heurter. Je crois qu'il faut d'abord informer, dire aux gens très clairement ce qu'on veut faire. Il y en a qui ont intérêt à ce que le système aujourd'hui soit maintenu tel quel. J'en conviens avec vous, mais c'est ça. Donc il y aura des tensions, il faudra les gérer, ces tensions. Il ne faut pas les occulter, il faut s'y préparer. Et on doit s'y préparer. Effectivement, il y a des gens qui ont intérêt à ce que rien ne bouge, mais ça doit bouger parce que si on veut mettre le pays dans le bon sens et surtout le préparer à affronter la compétition mondiale dans un monde global, il faut absolument restaurer la bonne gouvernance dans notre pays. Et je veux bien qu'il y ait des Camerounais qui demandent que l'on soit souple, mais il faudra que les gens comprennent une fois pour toutes qu'on devra tourner la page. 35 ans, ça instaure quand même une culture. Oui, ça instaure des habitudes, des comportements. Pourquoi ça se perpétue? Parce que je vous ai dit, l'exemple vient du sommet. Si vous donnez l'exemple et ensuite, vous êtes absolument inflexible sur l'application de la loi, il faut que les Camerounais
n'aient pas le sentiment qu'ils peuvent bénéficier aujourd'hui ou demain du fruit de la corruption ou de l'atteinte à la fortune publique. Parce que les gens vont en prison en disant, bon, ben, je peux aller en prison si j'ai mis 10 milliards quelque part. Et si je peux passer 10, 15, 20 ans en prison, c'est pas grave, je retrouverai mon argent ou ma famille. Mais il faut justement les dissuader et qu'ils comprennent définitivement que ni eux, ni leur famille ne bénéficiera jamais du fruit de la corruption. Et ça, c'est le message que nous voulons donner de façon très claire et ferme. Si cette strate-là comprend le message, ensuite, ça peut descendre dans le reste de la société. Abdelaziz Moundé. Alors, Maurice Kamto est l'auteur d'un ouvrage sur le droit international de la gouvernance. Absolument. Alors, et dans ce travail-là, qui est très intéressant, puisque c'est un domaine novateur, il y a la question de la gestion des affaires publiques. J'ai vu que le président, l'État du Cameroun a acquis de nouveaux véhicules pour, dit-on, la parade officielle du président. Ça semble être anecdotique. Et j'ai vu que dans les commentaires, les Camerounais ont comparé votre arrivée au Palais des Congrès avec ce qui pourrait être vos agents de sécurité, votre personnel de sécurité, avec votre 4x4 et celui du président Biya. En fait, cette question, je la pose pourquoi et je fais ce développement pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une crise civique. C'est-à-dire qu'on compare un véhicule privé, c'est-à-dire que celui de Maurice Kamto, avec un véhicule de l'État du Cameroun, au point de dire RDPC et MRC d'un côté. Oui. Alors, quand je parle de ce droit de la gouvernance, c'est pour dire, demander à Maurice Kamto, est-ce que vous pensez que les comportements peuvent se transformer comme ça du jour au lendemain? Oui. Peut-être que l'article 106 peut le permettre, mais vous savez très bien, Maurice Kamto, qu'au Cameroun, la question de l'enrichissement illicite est plus importante que la question de la déclaration des biens. Et que ça demande un dispositif encore plus large. Et enfin, si vous me permettez, je veux vous demander, mais comment on arrive à transformer en un an une société comme celle-là, ou bien vous donnez une perspective beaucoup plus longue? Peut-être pas un an quand même. Voilà, une perspective beaucoup plus longue il y a un mandat pour quand même. Changer ce qui est devenu une façon d'être, qui est devenue une façon d'être ontologiquement camerounais. Une véritable révolution culturelle, voilà, pratiquement. Maurice Kamto. C'est ce que je voulais dire. Je crois que je ne serais pas sérieux si je vous faisais croire que d'un coup de bâton magique, en arrivant le lendemain, tout cela va cesser. Ou qu'en mettant en place le dispositif de déclaration des biens et avoirs, ça va régler tout. Mais ça contribue justement à combattre l'enrichissement illicite. Pourquoi? Parce que si vous déclarez vos biens et on connaît votre niveau de fortune aujourd'hui, et que demain, à la sortie, on constate que vous avez une fortune qui s'est multipliée par 5, alors que l'on sait quels sont vos revenus mensuels, effectivement, c'est très facile d'établir le constat de l'enrichissement illicite. Maintenant, je reviens à ce que vous avez dit par rapport à mon véhicule. En une minute, parce qu'on va devoir marquer une pause pour le Flash Info. C'est une comparaison absolument renversante. J'ai le même véhicule, je l'ai acheté en 2005, ce véhicule. 4x4 d'occasion en 2005. Donc, c'était déjà d'occasion en 2005. Et je l'ai, le même véhicule, depuis 2005 à cette date. Et on veut comparer à un véhicule qu'on nous dit blindé, qui a coûté 1 million d'euros, 3 véhicules. Voilà. Je rappelle que c'est 3 véhicules qui ont été acquis pour le compte de l'État du Cameroun. On voit comment le système politique peut me donner des mentalités, c'est ça. Voilà. Vous voyez donc que c'est surréaliste de faire une pareille comparaison, non seulement entre un véhicule public et un véhicule privé, mais encore, on n'a pas la décence de dire, comme tu as le même véhicule depuis 2005, 2005, j'en ai pas changé. Et c'est ce véhicule qu'il avait acquis à l'époque d'occasion déjà. Voilà, c'est surtout cette confusion entre public et privé. J'y peux rien. Quand vous avez vu des gens courir autour de mon véhicule, c'était quelques militants enthousiastes, c'était rien de plus. J'ai pas de garde prétorienne. L'anecdote était éclairante en tout cas. Merci beaucoup. On va marquer une pause pour le Flash Info de 19h, préparé et présenté par Saladin Gakou. Et nous retrouverons notre invité spécial, Maurice Kamto, candidat à la présidentielle au Cameroun, pour la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Nous retrouvons également, bien sûr, Abdelaziz Moundé. Ça sera donc après le Flash Info. Et nous serons ensemble jusqu'à 19h20 sur la radio africaine. Ne partez pas. À tout à l'heure, à tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Invité spécial, Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun, professeur agrégé à la faculté de droit de Yaoundé notamment. Et notre frère invité, Abdelaziz Moundé, journaliste et spécialiste des relations internationales. On va écouter tout de suite un auditeur qui va nous apporter sa contribution à ce débat. Monsieur Bertrand au téléphone, j'espère que vous nous entendez dans le studio. Tout va bien. Bertrand, bonsoir. Bonsoir, monsieur Aloupo. Oui, bienvenue, on vous écoute. D'accord, je voulais poser une question. Bonsoir, monsieur Maurice Kamto. Bonsoir, monsieur. Oui,
j'ai suivi un peu le début de votre débat, et M. Alupo qui a brossé un peu votre CV. Et j'ai compris que vous êtes un grand intellectuel camerounais et que vous êtes enseignant à l'université. Vous êtes enseignant à l'IRIC, une prestigieuse école qui forme les diplomates de l'Afrique centrale. Ma question, c'était de savoir, avec tout ce bagage intellectuel et avec du recul qui va avec, est-ce que vous n'avez pas, avant d'entrer au gouvernement, vous n'avez pas connu les pratiques de la gouvernance de monsieur le président de la République du Cameroun, monsieur Paul Biya? Et face à ça, pourquoi vous avez accepté de rentrer dans le gouvernement et puis au jour d'aujourd'hui démissionner? Je comprends les raisons que vous avez avancées pour votre démission. Vous entrez dans un gouvernement que vous savez déjà à peu près comment il fonctionne, ce qu'ils sont en train de faire, et après vous démissionnez. Est-ce que vous ne pratiquez pas ce qu'on appelle au Cameroun la politique du ventre? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, j'aimerais savoir, M. Maurice Kamto, je remarque un peu que vous êtes un peu régulier en Europe pour essayer de rencontrer les dirigeants européens, notamment les dirigeants français. Est-ce que pour un homme politique africain qui n'est pas encore au pouvoir, qui cherche à prendre du pouvoir en Afrique, est-ce que pour lui, ce n'est pas venir prendre des leçons à l'Occident pour diriger l'Afrique? Est-ce que ce n'est pas une façon de se lier les mains et les pieds pour que si demain il prend le pouvoir, il n'a pas la parole à dire non à certains contrats qui sont des contrats bidons, je peux dire ça comme ça, excusez-moi du terme, vis-à-vis du continent européen. Merci. Écoutez, c'est très clair. Merci de ces questions bien précises. Maurice Kamto va vous répondre. Oui, je vais vous répondre. S'agissant de la première question, pour faire bref, vous avez parlé de la politique du ventre. Je suis toujours surpris par certains de mes compatriotes qui ne comprennent pas que l'on puisse servir son pays en étant en désaccord avec la conduite de la politique gouvernementale. Je vous ai dit que mon analyse personnelle, puisqu'on ne m'a jamais donné les raisons pour lesquelles on m'a proposé d'entrer au gouvernement, mon analyse personnelle m'inclinait à penser que on m'a fait entrer au gouvernement parce que j'avais la charge de la conduite d'un dossier qui était un dossier important, d'un conflit frontalier entre mon pays et un pays voisin. Je vous signale... Il faut préciser pour les auditeurs que vous avez plaidé donc, avec succès, il faut le dire, hein, devant la Cour internationale de justice pour le retour de la presqu'île de Bakassi au Cameroun après de longues années de disputes et de contentieux avec le Nigeria. Exact. Et pour justement la gouverne de notre auditeur, je lui dirais que après le prononcé de l'arrêt, j'étais invité par l'université de Munich. Tous les papiers existent pour enseigner à l'université de Munich. J'avais d'ailleurs marqué mon accord jusqu'à ce que le gouvernement nigérian, enfin par le ministre des Transports, dise qu'il rejette l'arrêt. Dès cet instant, j'ai estimé que mon propre travail n'était pas terminé. Et donc le ministre de l'enseignement supérieur avait déjà marqué son accord à l'époque pour que j'y aille. Et donc je suis resté. Et je pense que si on regarde bien les événements, il se rendra compte très rapidement que dans les négociations, je conduisais les négociations du côté camerounais. J'étais doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques. Et mon interlocuteur, mon interface du côté nigérian était ministre de la Justice, attorney général du Nigeria. Donc d'un point de vue même des relations entre deux États, il y avait un déséquilibre. On pouvait légitimement d'ailleurs se demander si le représentant du Cameroun avait réellement le niveau et le mandat nécessaire pour engager son pays, parce que vous avez d'un côté un ministre et de l'autre un doyen. Mes analyses m'inclinent à croire que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on m'a donné un petit grade supplémentaire, parce qu'on n'est pas allé d'ailleurs jusqu'à faire de moi le garde des Sceaux. Après tout, j'étais ministre délégué. Je crois qu'on a voulu épingler l'appellation de ministre à mes fonctions. Et donc, cher monsieur, ce n'était pas la politique du ventre, parce que pour que ce fût la politique du ventre, il aurait fallu qu'on établisse que j'ai, par exemple, distrait des fonds publics, que j'ai pris ce à quoi je n'avais pas droit, que je me suis enrichi de façon justement illicite au gouvernement. Ça n'est pas le cas. Au demeurant, si vous avez suivi un peu mon parcours que l'on a aimablement présenté tout à l'heure, vous comprendrez que je n'étais pas quelqu'un qui était dans la nature. J'ai un métier. Je suis avocat et je pratique devant la Cour internationale de justice. Je n'ai pas défendu que le Cameroun. J'ai défendu d'autres États devant la Cour internationale notamment le de Niger, justice. Le Niger en particulier, dans deux affaires, la Guinée
et à l'époque, la Guinée-Conakry, même dans une procédure avant de me retirer dès que je suis entré au gouvernement, face à la République démocratique du Congo. On peut gagner sa vie avec cela sans avoir besoin de pratiquer une politique de vente. Donc ça, je voudrais que l'on soit clair là-dessus. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir dans notre pays ce genre de crispation. Il y a quelque chose que je ne comprends pas chez nous, c'est que quelquefois, on aime et en même temps, on n'aime pas. Donc, jugez-moi sur ce que j'ai fait et non pas sur ce que vous avez en tête. Alors, une réponse rapide pour la deuxième question. Donc, oui, qui était sur vos relations avec vos interlocuteurs étrangers, notamment français. Je parle d'un studio de la radio et vous me dites, je suis venu en France régulièrement rencontrer les autorités françaises. Je suis à Paris aujourd'hui. Alors, si vous voulez, pour tout vous dire, je suis à Paris depuis quelques jours maintenant. En tant que membre du curatorium de l'Académie du droit international, je viens participer aux réunions annuelles du curatorium de l'Académie du droit international de La Haye, qui se tiennent alternativement à La Haye et à Paris. Ça se tient en janvier à La Haye et au mois de mai à Paris. Alors, si chaque fois que je mets les pieds en France, c'est parce que je viens voir je ne sais quelle autorité gouvernementale. D'ailleurs, si vous savez comment ouvrir leurs portes, dites-le moi, parce que je ne sais pas comment ça se fait. Vous n'avez rencontré aucune autorité officielle française? Non, en tout cas, jusqu'à présent, non. Donc, s'il veut que je... Par le passé, j'en ai rencontré il y a quelques années. Pas cette fois-ci. Mais non, en tout cas, le Ce gouvernement... n'est pas dans votre agenda. Non, parce que j'ai quand même étudié en France. Je peux avoir des personnes aussi qui sont devenues des personnalités. Ce ne sont pas des rencontres politiques. Voilà, je ne vais pas m'interdire de les rencontrer parce qu'on ne m'accuse pas de tel... Vous savez, mon pays est curieux. Un jour, on m'a demandé, mais dites-nous ce que vous êtes allé dire à l'ambassade de France. On vous a invité à la... Mais, comment voulez-vous que l'on interpelle quelqu'un de cette manière-là? Alors que ce n'est pas la seule ambassade où j'ai été invité. J'étais invité à l'ambassade des États-Unis, de Suisse, d'Italie, d'Espagne et partout. Et on m'interpelle de cette façon. Il ne faut pas avoir cette espèce de traumatisme qui nous empêche d'imaginer que les Africains peuvent par eux-mêmes concevoir des politiques qu'ils vont appliquer dans leur pays. Et de toute façon, il faut que nous le disions aujourd'hui. Nous n'allons pas nous couper du reste du monde. Il faut quand même entretenir des relations avec tous les pays du monde. Et que cela nous plaise ou pas, parce que vous parlez de la France, c'est un pays qui a des relations historiques avec le Cameroun, qui a des intérêts au Cameroun. Est-ce qu'on va s'interdire justement de leur parler tout simplement pourquoi on ne vous accuse pas de recevoir des ordres de Paris? Croyez-moi, monsieur, j'ai toujours dit, je travaille pour le peuple camerounais et mes ordres viendront du peuple camerounais. On arrive bientôt à la fin de l'émission, Maurice Kamto. Alors, une question. On sait que la fin des régimes de longue durée, si je puis dire, c'est le cas du régime de Paul Biya. Ce genre de régime, une fois que ces régimes, évidemment, arrivent à leur, disons, quand ces régimes expirent en quelque sorte, cela entraîne souvent de violents conflits, d'héritage ou de succession. On a vu le cas récemment en Côte d'Ivoire ces dernières années. Comment éviter ce genre de situation au Cameroun? Une des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique, c'est pressentant précisément cette difficulté que nous entrevoyons tous et que vous venez de bien décrire dans mon pays. Je me disais, il faut tout faire, en tout cas apporter sa contribution pour que l'on ne passe pas par la case du conflit armé. Nous pouvons nous épargner un conflit inutile parce que de toute façon, l'expérience historique montre que même lorsqu'on passe par la case d'un conflit armé, on finit toujours autour d'une table de négociation. Pourquoi ne pas nous épargner justement un conflit armé et discuter ensemble entre nous, Camerounais, pour trouver les solutions nécessaires justement à l'évolution de notre pays, à l'alternance et au règlement des différentes crises qui existent dans le pays. Alors comment on fait pour éviter cela? Ça ne dépend pas d'une seule partie. Ça dépend à la fois de ceux qui détiennent les commandes, les leviers du pouvoir au pays aujourd'hui, et aussi des acteurs politiques, y compris de l'opposition comme nous. Le type de discours que nous tenons à l'opinion. Et il ne vous aura pas échappé que j'insiste beaucoup sur les élections. Parce que justement, c'est la modalité qui évite une crise armée. Si les gens jouent correctement le jeu, il faut que les urnes nous disent quels seront les prochains dirigeants du Cameroun et non pas ceux qui savent manier la Kalachnikov. Et je pense que quand je dis, ça dépend aussi de ceux qui tiennent les leviers du commande. Voyez-vous, si le président Biya, c'est pas parce que je redoute de l'affronter, loin s'en faut. S'il le veut, on ira aux élections. S'il est adversaire, on ira aux élections ensemble. Donc, quand je dis je redoute de l'affronter électoralement, il faut que ça se comprenne très bien. Donc, si il pouvait sortir avec un grand panache en disant j'ai conduit le pays pendant 35-36 ans, j'ai donné
ce que j'avais de mieux à mon pays. J'arrive à un âge maintenant où je peux organiser les choses pour que ça se passe dans le calme et que je passe le témoin à celui que les Camerounais auraient choisi. Ce serait l'idéal. Parce que lui, parce qu'il tient encore les leviers du commande, a la possibilité de donner le tempo, de contrôler les forces de défense et de sécurité et tout. Est-ce qu'il le fera? C'est la grande question. Mais s'il ne le fait pas, alors on ira aux élections en espérant justement que les forces de défense et de sécurité comprendront aussi qu'elles ne travaillent pas pour un individu, mais c'est pour la République. Effectivement, qu'elles se préparent à travailler avec d'autres Camerounais. Elles auront, ces forces, servi la République sous un président. Il faut qu'elles se préparent à servir la République sous un autre président, parce que j'ai toujours dit, moi, je ne fais pas la politique pour faire la chasse aux sorcières. On ne fera pas de purge. C'est la même administration, on va essayer justement de la réformer. Ce sont les mêmes forces de défense, il faudra qu'elles se mettent au service de la République. On n'aura plus le temps parce que c'était prévu que je vous pose des questions sur, je dirais, cet appareil judiciaire qui est en train de, évidemment, il y a une fièvre judiciaire. L'appareil s'accélère à la veille des élections, des personnalités politiques qui sont aujourd'hui inquiétées par la justice. Je vais vous poser une question sur cette opération épervier, opération lutte contre la corruption qui parfois ressemble à des règlements de comptes politiques. Évidemment, on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est pas grave. Je veux dire, on aura l'occasion évidemment de vous réinviter, je l'espère, en tout cas Maurice Kamto. Et quand vous serez élu président, peut-être qu'on aura l'occasion de faire la première interview avec vous. Avec grand plaisir. Abdelaziz Moundé, rapidement une dernière question peut-être. Alors, Maurice Kamto, qu'est-ce qui empêche une dynamique unitaire de l'opposition? Vous vous êtes déployé sur le terrain, vous l'avez annoncé, mais on constate que ce qui était un espoir en décembre est devenu une sorte de serpent de mer. Maurice Kamto. Vous avez raison, mais vous connaissez fort bien la scène politique camerounaise. Et vous savez quels sont les obstacles à la dynamique unitaire. J'entends souvent dire ce sont les égos. Ce n'est pas les égos. C'est que nous avons une scène politique qui est vraiment piégée, qui est minée. Et beaucoup d'acteurs politiques n'ont pas les coudées franches. Quand vous parlez de un à un, n'est-ce pas, face à face, vous sentez qu'il y a de la bonne volonté. Mais j'ai l'impression qu'il y a des forces, parfois, n'est-ce pas, qui dépassent l'individu et qui fait qu'aujourd'hui, si vous regardez les discours des uns et des autres, vous avez l'impression qu'il y a des avancées, après subitement, il y a des reculs. Et c'est là que je dis... si on continue de dire que s'il n'y a pas une candidature unique de l'opposition, on écrit la défaite de l'opposition camerounaise avant la lettre. Parce que tout le monde sait qu'il n'y aura pas de candidature unique. Alors il ne faut pas faire comme si il y aura une candidature unique. Moi, j'ai un devoir de vérité aux Camerounais. Je cherche la candidature, en tout cas une dynamique unitaire. Mais en leur disant, il ne faut pas vous accrocher à l'idée que tant que nous n'avons pas de candidature unique, on ne peut pas gagner. Pourquoi? D'abord, l'histoire, je convoque l'histoire. En 92, il n'y avait pas de candidature unique. On oublie que ni John Frundi était candidat. On oublie que M. Bello Bouba était candidat, que Adamou Namjoa était candidat, que M. Ebois, l'ancien secrétaire général de la présidence, ministre d'État, était candidat, etc. Et que, en principe, tout indique que l'opposition avait gagné. Et donc, je voudrais que les Camerounais comprennent que nous recherchons une dynamique unitaire. Si on l'a, la victoire est certaine. Si on ne l'a pas, on va se battre pour que la victoire soit possible. Il faut que les électeurs aillent aux urnes, parce qu'en 2011, sur 5 millions d'électeurs potentiels, il n'y avait que 900 000 inscrits. Il faudrait peut-être les mobiliser aussi. Vous avez absolument raison. C'est peut-être le message clé de cette émission, c'est de dire aux Camerounais, ceux qui ne sont pas encore inscrits, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Il reste encore quelques jours avant la convocation du corps électoral, parce que dès que le corps électoral sera convoqué, vous ne pourrez plus vous inscrire. Et ensuite, allez voter et surveiller le vote. La victoire est au bout de cet effort. Merci Maurice Kamto. Merci beaucoup d'être venu, président du MRC, candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Merci encore et bon retour au Cameroun. Merci beaucoup. Abdelaziz Moundé, merci, journaliste et spécialiste des relations internationales. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. L'émission a été réalisée par Valentin Blanc. Vous pouvez la réécouter sur notre site, en podcast bien sûr dès ce soir. Et rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute de la radio africaine. Et n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas. Enfin, on n'y voit pas clair, on peut prendre du recul. Et c'est sur la base de ce diagnostic que nous avons engagé notre propre travail politique à partir de 2012-2013. Oui. Alors, donc, pour ne pas vous couper, Maurice Kamto, en fait, je vais poser deux questions pour clarifier davantage. Parce que Francis Laloupo, tout à l'heure, a évoqué la création du MRC. Et on a vu d'anciens camarades se déployer dans les médias
pour contredire la version que vous donnez. Hubert Ateba, Fabien Assigana, qui... voilà, il y a une théorie du complot, finalement, qui prospère dans l'opinion. Alors, est-ce que c'est l'occasion peut-être de clarifier les choses au sujet de la création du MRC précisément, qui pouvait avoir un double avantage? Le premier, c'était de rassembler des forces. Et évidemment, une perspective comme la présidentielle, où on a un éclatement, une atomisation, on peut rassembler des forces, vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi le fait qu'on a une émergence d'idées nouvelles, une offre politique nouvelle sur le champ, dans l'espace politique camerounais. Merci. Sur les conditions de création du mouvement pour la renaissance du Cameroun, je crois que tout le monde sait, et je ne peux pas nier que ces personnes que vous venez de citer étaient présentes, justement, au moment où nous tenions nos premières réunions, pour ceux qui connaissent Yaoundé, vers le carrefour Mec, qui va vers Colbison. On tenait ces réunions-là. Avant que ça ne devienne parti politique, on était encore, justement, sur le plan du débat d'idées, de définir un corpus idéologique, qu'est-ce qu'on veut faire exactement, avec qui et comment. Et donc, ces personnes étaient là, indiscutablement. Et je dois vous dire, au passage, que je ne me suis pas nommé président du MRC. Et si les gens sont honnêtes, ils vous diront quand j'y suis arrivé. J'ai dit, je voudrais que l'on construise un parti d'opposition crédible au Cameroun. Mon premier souci n'était pas d'en devenir le président, croyez-moi. Et lorsque nous tenons la première convention du parti, c'est pas moi qui me désigne président, c'est eux. Et je n'ai nommé personne à aucun poste. Ce sont eux, toutes ces personnes que vous nommez. Vous pouvez encore leur demander si je leur ai proposé un poste ou un autre, si je les ai nommés à un poste ou un autre. Les discussions se sont faites d'ailleurs autour de notre camarade Fogué, qui était le président du MRP, et c'est autour de son parti finalement que le MRC est né, puisqu'on a en fait converti l'acte de création de son parti en MRC, en parti MRC. Et donc c'est eux qui ont discuté pour dire qui fait quoi, à quel poste. Voilà comment c'est né. Très bien. Et cela a été acté au cours de la première convention. Ensuite, ces personnes se sont éloignées d'elles-mêmes, demandé, posé la question à combien le directoire national, parce qu'on croit que Maurice Kamto règne sur le MRC. Il y a l'organe de décision qui siège chaque fois, une fois par semaine, tous les mardis, s'appelle le directoire national du parti. Donc, vous n'avez pas privatisé le MRC. Absolument, loin s'en faut. Et donc, ces personnes ne sont pas venues 3 ou 4 fois en 5 ans aux réunions du directoire. Je suis surpris qu'elles puissent tenir de tels propos. En tout cas, vous en êtes aujourd'hui le candidat pour la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Édition spéciale de ce grand débat consacré à cette élection présidentielle au Cameroun. Notre invité exceptionnel, Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Restez avec nous, on marque une pause pour la publicité. Retour dans 2 petites minutes pour reprendre le cours de ce débat. Ne partez pas, à tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Édition spéciale avec l'invité exceptionnel Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Et notre confrère invité, Abdelaziz Moundé, journaliste et spécialiste des relations internationales. Maurice Kamto, alors désormais, votre candidature s'inscrit forcément dans un rapport de force, évidemment, sur la scène politique camerounaise. Alors, sur le site Cameroun Web, il y a eu un article la semaine dernière qui indiquait que, je cite, la population kirdi majoritaire dans l'extrême nord se rallie massivement au MRC. Elle qui, par le passé, était favorable soit au RDPC, soit au MDR de Dakole Daïsala, ont décidé de se tourner vers Maurice Kamto et à cet effet, des démissions massives ont été enregistrées ces dernières semaines au sein du RDPC pour le MRC. Fin de citation. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité ou un peu d'intox. En tout cas, pourquoi dit-on que vous êtes devenu le candidat le plus dangereux pour le RDPC alors que votre parti ne compte qu'un député à l'Assemblée nationale? Mais c'est à ceux qui disent cela qu'il faudrait poser la question. Ce que je sais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons pris notre tâche très au sérieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a lancé un parti politique, on ne voulait pas entraîner les Camerounais dans une aventure sans lendemain. Et donc, il fallait construire un projet politique sérieux et l'appuyer sur une organisation bien implantée sur l'ensemble du territoire. C'est ce que nous avons fait au cours des 6 dernières années. Et là, on a parlé des populations de l'extrême nord, mais on peut parler des populations d'autres régions du pays. Nous sommes un parti national. Parce que certains vous reprochent justement d'avoir créé un parti, disons, plutôt ethnique, qui drague, je dirais, sur des terrains tribaux. Est-ce que vous ne voyez pas qu'ils sont contradictoires avec eux-mêmes? Un jour, ils disent que c'est un parti qui, d'ailleurs, se confine à un village. Parce qu'on est juste avec mon village d'origine, ou en tout cas celui de mes parents. Oui, ça ne fait pas beaucoup d'électeurs. Voilà, exactement. Et le lendemain, on vous dit, ah oui, mais le chef de son village est élu sénateur du RDPC.
Alors si le chef de mon village est élu sénateur du RDPC et est soutenu par ces populations, cela veut dire qu'ils ne soutiennent pas mon parti et donc mon parti ne peut pas être un parti d'un village. Donc tout ça est contradictoire. Un coup on vous dit c'est un parti régional, ça se limite à l'ouest du pays, mais le lendemain on vous dit il y a une adhésion massive des populations de l'extrême nord. Il faut savoir ce que l'on veut. Je crois qu'aujourd'hui les Camerounais doivent pouvoir constater qu'il y a une alternative crédible au Cameroun, une offre politique sérieuse, qui repose sur un parti politique organisé, structuré, présent sur l'ensemble du territoire national, mais avec un projet politique bien construit, avec un programme articulé, dont nous allons d'ailleurs dévoiler l'ensemble des grandes lignes et d'ailleurs les modalités de financement au cours des semaines qui viennent. Alors, il faut quand même, quand on entend la plupart des opposants, ils affirment tous, on les a écoutés, que voilà, tant que le système actuel sera en place, le processus électoral ne servira qu'à la victoire du candidat du RDPC. Alors, à quoi sert d'être candidat, je veux dire, dans ce contexte? C'est ça la différence, j'allais dire, entre nous et les autres. C'est que nous sommes partis d'un vrai diagnostic de la scène politique camerounaise. Nous n'avons pas simplement voulu créer un énième parti politique. On s'est dit, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi, dans un pays où on sent confusément, sans avoir fait une étude sociologique ou un sondage particulier, qu'il y a un malaise global et que l'opposition, pourrait-on, enfin la population, pourrait-on dire, est majoritairement dans l'opposition, on n'arrive jamais à réaliser cela, à transformer cela en victoire politique. Oui. Nous sommes partis de là, nous avons posé le diagnostic, nous avons testé nos analyses lors des élections de 2013, nous sommes allés aux élections. Nous avons vu également avec le nouveau code électoral les points de faiblesse du code, donc qui permettent les fraudes. Ça ne veut pas dire que nous pouvons éviter les fraudes à 100%, mais nous savons aussi quelles dispositions il faut prendre pour limiter les fraudes. Vous croyez que si Paul Biya était candidat demain, parce qu'il n'a pas encore... Oui, de l'époque disait déjà que les partis politiques, les partis et formations politiques au pluriel concourent à l'expression du suffrage. Donc il m'était assez difficile, en ce qui me concerne, justement d'adhérer à une formation politique qui vivait très mal la concurrence et n'acceptait, et ne l'avait finalement accepté du reste en 1990 que dans les conditions que je viens de décrire. Maurice Kamto, on vous a reçu dans le grand débat, alors j'ai été voir dans mes documents, c'est précisément le 22 juin 2015. Donc voilà. Donc à cette époque-là, vous aviez déclaré à propos de votre parti politique, nous voulons surtout faire savoir aux Camerounais que nous sommes parvenus à réunir plusieurs formations politiques sous une même bannière, parvenir ainsi à en réduire le nombre plutôt que de le multiplier à l'infini. Et cela témoigne de de la pertinence de notre mouvement. Nous restons ouverts aux partis et aux personnalités qui veulent se joindre à nous. Alors, est-ce que vous êtes parvenu, je veux dire, à intégrer plusieurs mouvements, à, de telle manière, freiner, je dirais, cette multiplication exponentielle des partis politiques au Cameroun? On en compte 300 au bas mot. En effet, pas autant que nous l'aurions voulu. Parce que finalement, je crois que la fusion s'est faite avec 2 ou 3 partis politiques, alors qu'au début, on visait peut-être 5 ou 8, voire plus. C'est ça. Mais chemin faisant, certaines formations politiques qui étaient avec nous au départ ont choisi de reprendre leur liberté, parfois pour des questions, j'allais dire, idéologiques, puisque une des formations a quitté le navire parce que elle mettait l'accent sur le caractère religieux de l'idéologie qu'il fallait mettre en avant. Et notre argument était de dire, d'abord, nous sommes un État laïque, ensuite, on ne peut pas écarter les Camerounais qui n'auraient pas de religion. Donc, nous sommes ouverts à tout le monde. Ça ne peut donc pas être un argument. Donc, cette formation politique-là est partie. D'autres, pour d'autres raisons qui leur sont propres, également ont quitté le navire. Mais je puis vous dire qu'au moment de la création du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il y avait le MRP, Mouvement républicain populaire, le MOREP, mais qui avait fait semblant de fusionner, mais ne l'avait pas fait finalement, puisque au lieu de la fusion, c'est son président qui s'est détaché tout seul de son parti pour rejoindre le MRC. Il y avait le PPD, qui est un parti qui est basé à Douala, d'ailleurs duquel est issu notre seul député, puisque nous avons... Vous avez un seul député à l'Assemblée nationale. On en parlait tout à l'heure. Alors, vous avez été investi par votre parti en avril dernier. Alors, c'était une grande cérémonie. On a vu les images, évidemment. Et, on a fait de notre mieux. Pourquoi vous êtes candidat, au fond, Maurice Kamto? Pourquoi vous êtes candidat pour compétir réellement, pour gagner, ou alors simplement pour, je veux dire, ancrer davantage votre parti sur l'échiquier politique camerounais? Non. Si je commençais par la fin, je dirais que la situation du pays ne permet pas que l'on
fasse ce genre d'aventure ou que l'on se donne ce genre de liberté de venir juste pour essayer ou enraciner son propre parti politique. Non, nous venons avec la ferme intention de gagner. Et nous avons travaillé dur pendant 6 ans pour nous donner justement les moyens et créer les conditions d'une victoire de l'opposition et en tout cas d'une victoire d'un candidat porté par notre parti et d'autres formations politiques éventuellement. Pourquoi est-ce que je suis candidat? C'est que lorsque vous regardez la situation de votre pays sur une longue période ou une période relativement longue, à un moment donné, vous posez la question suivante. Est-ce qu'on va continuer les uns et les autres à se croiser les bras et à ne rien faire? Et lorsqu'au fond de vous-même, vous faites une réflexion, et peut-être avec d'autres, pour dégager un corpus d'idées et de propositions concrètes qui peuvent contribuer à améliorer les choses, vous dites, je peux apporter ma modeste contribution. Et dès lors que vos camarades vous font confiance, alors vous sentez justement le devoir d'engager le combat politique que nous engageons aujourd'hui en vue de la présidentielle à venir. On parlera tout à l'heure, dans quelques instants, de la manière dont cette candidature est perçue et commentée au Cameroun. Mais avant cela, je laisse la parole à Abdelaziz Moundé, mon confrère, pour un premier commentaire sur cette candidature, très commentée. Oui, une candidature très commentée, évidemment, pour ce que le personnage Moïse Kamto ne laisse pas indifférent. Vous avez rappelé tout à l'heure à la fois sa trajectoire, mais aussi parce que malgré tout le discours, je vois que Moïse Kamto fait des efforts herculéens même pour clarifier sa pensée. La dernière fois sur Afrique Média, il a été encore plus clair sur un certain nombre de sujets, mais il y a des polémiques qui persistent. Et je pense que ces polémiques persistent pour 2 raisons. Moïse Kamto est l'auteur d'un ouvrage, L'urgence de la pensée, qui nous a nourris pour certains d'entre nous. Quand j'étais étudiant en journalisme, ce sont des ouvrages que, publiés dans une maison d'édition qu'il connaît, donc, en 93. Et dans cet ouvrage-là, Moïse Kamto dit... le plus dur reste à faire, c'est de prendre toutes les bastilles qui sont dans nos têtes, car nous n'avons cessé d'être les propres fossoyeurs de nos espérances. Est-ce que, justement, ce n'est pas cela le Cameroun, puisqu'il se lance dans une diatribe, finalement, ou bien une analyse, mais vraiment au scalpel de la société camerounaise. On est en 93, donc ça fait déjà un certain moment. Et on transpose la société camerounaise qu'il décrit en ce moment-là, aujourd'hui. On a trait pour trait ce que Moïse Kamto décriait là-dedans. Est-ce que finalement, ce n'est pas cette crise à la fois morale, cette crise de l'imaginaire, cette décrépitude des valeurs qui fait qu'on ne croit plus, on a démonétisé la parole au point de ne pas croire en des candidatures comme les vôtres. Y compris la parole politique alors. La parole politique. Moïse Kamto. Oui, vous avez sans doute raison. J'ai écrit ce livre dans le souci de jeter vraiment modestement ce que je considérais comme les bases d'un débat serein au Cameroun. Parce qu'à l'époque, déjà, effectivement, on voyait les dérapages que l'on constate aujourd'hui. Vous avez raison de dire qu'on peut transposer la situation. Mais est-ce une bonne raison pour ne rien faire? J'ai écrit le livre en 90. J'étais pas dans le champ politique. J'étais dans l'espace public, mais pas dans le champ politique. Je faisais ce constat. Et j'ai pas eu l'impression que, chemin faisant, les choses aient fondamentalement changé. Au fond, ce que l'on observe, c'est qu'après 1992, qui est l'année où a eu lieu la première élection pluraliste au Cameroun, après le retour du multipartisme, il y a eu la construction d'un discours politique qui a passablement... Il y a aussi le comportement des acteurs, mais il y a eu un discours qui a été élaboré, qui a éloigné les citoyens camerounais du champ politique. Le premier élément de ce discours, c'était de toute façon, que vous votiez ou pas, ça ne changera rien, la victoire est déjà assurée à un parti politique. Deuxièmement, en face, il n'y a rien, il n'y a aucune offre politique. Et troisièmement, il y a eu aussi le comportement des acteurs qui n'a pas toujours, de ce point de vue-là, été exemplaire sur le plan politique. Je ne suis même pas sur le registre moral ou éthique. Déjà, sur le plan purement politique, ça n'a pas été exemplaire. Pour toutes ces raisons, nous avons effectivement compris que nos compatriotes avaient sans doute de bonnes raisons de dire... Entendre ce que vous leur proposez dans une alternative qui est celle du MRC. Pour vous rappeler que l'Ambazonie, c'est le nom que les militants anglophones ont donné à leur un territoire. Ce qui est supposé être leur territoire. Exactement. Moïse Kamto. C'est un mot, c'est pas pour l'occulter que je ne le prononce pas volontiers, parce que effectivement, je ne veux pas donner l'impression au Cameroun, enfin aux gens qu'il y aurait une partie de notre territoire qui serait un État ou une nation. Non, cela étant dit, la question que vous posez est importante. Est-ce que à la question de l'héritage culturel anglophone,
c'est superposé ou il y a en dessous, j'allais dire, une question identitaire spécifique? Non, je ne crois pas. Est-ce que cela a produit, c'est ce que disait Abdelaziz, une identité spécifique qui serait donc, comment dire, différente de celle des autres Camerounais? Absolument. Absolument. Mais tout comme on peut dire la même chose du côté des francophones, c'est-à-dire qu'au fond, j'ai l'impression que nous, francophones, nous regardons toujours les choses à partir de notre propre perspective. D'accord. C'est-à-dire, quand vous êtes anglophone, ils se demandent, mais enfin, pourquoi ces francophones ne comprennent pas que nous, par exemple, nous voulions parler l'anglais, que nous voulions avoir, par exemple, des universités avec des spécificités anglo-saxonnes, que nous voulions appliquer la common law en matière de droit des affaires. Ils ne comprennent pas. Et effectivement, quand on fait l'effort de se mettre à leur place, on comprend. Parce que si vous dites à un francophone, bon, à partir de demain, voilà, c'est l'anglais qui sera dominant chez vous, vous allez appliquer le common law, vous allez, je ne sais pas moi, et bien d'autres choses. Le francophone va dire au nom de quoi et pourquoi. Or, n'oublions pas que les deux parties du pays sont au même niveau en 2016. Le condominium franco-britannique s'installe sur le Cameroun en 1916. Et aucune des deux parties n'a demandé à être sous condominium ou à être sous administration de ces deux pays. Donc nous devons accepter ce double héritage qui effectivement est un héritage du Cameroun. Et non alors pas comment rendre compatible ce double héritage avec l'exigence de la construction de l'État-nation? Est-ce que l'État-nation n'existe pas dans des pays où il y a pluralité d'héritage? Je crois que le Canada est bilingue. Et même si, effectivement, il y a des velléités indépendantistes dans ce pays, il reste que c'est une nation. Enfin, en tout cas, c'est un pays uni. Et on pourrait multiplier aujourd'hui. Il y a des pays, même comme les États-Unis, où on voit une minorité hispanophone monter en puissance. Mais manifestement, au Cameroun, on n'a pas pacifié les identités spécifiques. En tout cas, les différences. La diversité n'a pas été pacifiée, en quelque sorte. Non, je ne crois pas. Et vous avez posé une question. Est-ce que donc, ceux qui revendiquent la sécession entendront mon discours? Je pense qu'on va faire une offre et avec le souci justement que la majorité qui est modérée trouve une réponse à ces attentes et se décroche de cette minorité qui veut la sécession et la partition du pays. C'est la façon de régler le problème. C'est le modèle. Aujourd'hui, on pousse tout le monde dans les bras, on pousse tout le monde dans les bras des sécessionnistes, des extrémistes. Et c'est ce qu'il faut couper. Enfin, vous voulez dire à ceux qui aujourd'hui militent dans les zones dites anglophones, je vous ai compris, quoi. C'est ça. Hein. C'est peut-être la phrase qui manque aujourd'hui de la part du pouvoir. C'est ça. On marque une pause, messieurs. On revient dans 2 minutes pour la suite de ce débat. Merci. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Édition spéciale, élection présidentielle au Cameroun. Notre invité exceptionnel, Maurice Kamto, l'un des candidats déclarés à cette élection qui se déroulera en principe au Cameroun en octobre prochain. Maurice Kamto est président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Mon confrère qui m'accompagne au cours de cette émission, Abdelaziz Moundé, journaliste et spécialiste des relations internationales. On va rester donc sur la crise anglophone. Crise évidemment compliquée parce que voilà, c'est une crise qui vient se rajouter à l'autre crise sécuritaire, la lutte contre Boko Haram. Quel bilan faites-vous de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram? Je pense que, avant toute chose, je voudrais féliciter chaleureusement, si je puis, les forces de défense de mon pays, le Cameroun, qui pendant 4 ans, depuis au moins 2014, ont sacrifié leur vie, n'ont rien épargné pour assurer l'intégrité territoriale de notre pays. Mais je voudrais associer à ces félicitations et à ces remerciements les partenaires du Cameroun qui ont apporté leur accompagnement technique pour nous permettre justement de bien identifier les réseaux, enfin l'origine des attaques terroristes et de mieux les contenir. Maintenant, en termes de bilan, je dirais le bilan est important en termes de perte de vies humaines, et notamment parmi les populations civiles, on ne le dit pas assez. Malheureusement, l'Afrique ne retient pas autant d'attention lorsqu'il y a des attaques terroristes de ce genre, comme les pays occidentaux, mais il fut une époque où c'était quasi quotidien. Et donc, nous avons payé, et nos populations de l'extrême nord en particulier, ont payé un lourd tribut. Est-ce que la réponse militaire du pouvoir camerounais a été à la hauteur, je dirais, du fléau, du péril, de la menace? Je crois oui. Mais il faut toujours aujourd'hui encore combiner la réponse militaire avec la réponse socio-économique. Parce qu'au fond, cette secte a aussi prospéré
sur la pauvreté, parce que c'est une des régions les plus pauvres du pays, parce qu'elle a été abandonnée, il faut le dire. Les projets de développement qui existaient par le passé ont été démantelés au cours des ans. Il reste à peu près 1 ou 2 grosses entreprises agro-industrielles comme la Semerie et la Sodicoton, mais cela ne permet pas de pourvoir les populations et notamment la jeunesse en emploi suffisant justement pour les écarter des chemins des terroristes. Je pense qu'il est temps qu'il y ait un vrai plan de développement, non seulement de l'ensemble du pays, mais de façon plus spécifique de ces régions. Ce sont des réponses que nous avons dans notre programme, parce que nous pensons que ces populations sont très travailleuses et il leur manque très peu de choses pour être extrêmement productives. Par exemple, de l'eau, c'est une région où il faut rendre l'eau disponible. Aujourd'hui, périodiquement, il y a une menace de famine dans ces régions, tout simplement parce que la production agricole dépend uniquement de la pluviométrie. Si un cultivateur de l'extrême nord rate la fenêtre d'opportunité des 2 premières semaines de pluie, sa récolte est perdue, elle sera faible. Et donc, on sait le problème, nous avons posé le diagnostic et les réponses existent. C'est ce que nous allons faire. Donc, en réalité, pour couper complètement les liens entre les populations ou les tentations que les populations pourraient avoir vis-à-vis du discours des sectes islamistes, il faudrait effectivement encadrer davantage ces populations, les accompagner dans le processus de développement, renforcer les structures d'éducation, parce que là aussi, quand on y va dans ces régions-là, on constate que le système éducatif est un peu abandonné. Maurice Kamto, vous êtes souvent présenté. 3, 2, 1. Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le grand débat. Merci d'être avec nous. C'est votre rendez-vous de l'information sur Africa numéro 1 pour mieux comprendre les grands faits de l'actualité en France, en Afrique et dans le monde. L'émission est en direct jusqu'à 19h20, heure de Paris. Un numéro de téléphone pour nous joindre si vous le souhaitez. C'est le 01 55 07 58 00 depuis la France ou le 00 33 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays dans le monde. Et bien sûr, vous pouvez intervenir en direct sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat, Francis Laloupo. Élection présidentielle au Cameroun, le temps des candidatures. Cette édition du grand débat est consacrée donc à l'élection présidentielle au Cameroun, prévue en octobre prochain dans un contexte marqué par une double crise sécuritaire, l'interminable lutte contre le groupe terroriste Boko Haram et il y a aussi ce qu'on désigne comme la crise anglophone qui se transforme en un conflit armé avec d'alarmantes conséquences humanitaires. C'est dans ce climat qu'une douzaine de candidats et peut-être davantage brigueront la magistrature suprême dans un pays qui n'a jamais connu, en réalité, l'alternance par la voie des urnes depuis son indépendance. Quels résultats peuvent-ils attendre, ces candidats, de cette compétition face à l'équation d'une nouvelle et probable candidature du président sortant Paul Biya, 85 ans au pouvoir depuis 1982, inamovible, représentant d'un système qui détient tous les leviers du pouvoir. Quelles seront les offres politiques des différents candidats permettant de mobiliser les électeurs? État des lieux de cette période préélectorale au Cameroun avec un invité spécial, Maurice Kamto, l'un des candidats donc déclarés à cette élection. L'émission est réalisée par Valentin Blanc. Africa numéro 1, le grand débat. Également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux 4 coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Yaoundé, à Douala, à Lubumbashi, à Édimbourg, à Abidjan ou encore à Montréal. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook. On va en citer quelques-uns. Aïssa Toussi, Albert Paimi Padake, Mohamed Echedi Ben Aïssa, Rodolphe Sedjro Rompevi, Prince Kindiwe Nyenga, Studi Médic France, Jourdain Ndiégué, Patrice Ronsounou et encore Massa Ingam qui ont rejoint la communauté des co-débatteurs du Grand Débat sur facebook.com/le Grand Débat. Merci à eux. Et toujours et encore une pensée forte à nos amis du Burundi. Le Grand Débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. À quoi ressemble le contexte préélectoral au Cameroun? Quelles sont les capacités des candidats à proposer des offres politiques alternatives susceptibles de faire espérer aux électeurs une alternance au sommet de l'État? Les conditions techniques seront-elles réunies pour un scrutin transparent garantissant la vérité des urnes? Pour en parler avec nous, un invité spécial dans ce grand débat, Maurice Kamto, bonsoir. Bonsoir. Maurice Kamto, vous êtes président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Vous êtes candidat donc à cette élection présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Vous êtes professeur agrégé à la faculté de droit de Yaoundé, mais je vous présenterai plus amplement dans quelques instants. Également avec nous dans cette édition, mon confrère Abdelaziz Moundé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste des relations
internationales. Alors, une fiche de présentation, parce que vous êtes candidat à la présidentielle, c'est un peu tradition qu'on instaure quand on reçoit les candidats aux élections présidentielles en Afrique. Vous êtes né en 1954 à Bafoussam au Cameroun. Vous avez entrepris des études supérieures au Cameroun, sanctionnées par une licence en droit public à l'université de Yaoundé. Ensuite, vous enchaînez, si je puis dire, plusieurs diplômes et distinctions, diplôme d'études approfondies de droit international à la faculté de droit de Nice, diplôme de l'Institut international d'administration publique de Paris, doctorat d'État en droit à la faculté de droit de Nice, récipiendaire, entre autres distinctions, du prix de l'Académie des sciences d'outre-mer. Vous êtes agrégé des facultés françaises de droit, vous serez professeur aux universités de Yaoundé, enseignant à l'université de Yaoundé également, puis à l'Institut des relations internationales et à l'École nationale d'administration et de magistrature de Yaoundé, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2, avocat au barreau de Paris depuis 1997. Vous êtes membre de la commission du droit international des Nations Unies. Vous avez représenté d'ailleurs le Cameroun et d'autres pays africains dans divers litiges internationaux, notamment devant la Cour internationale de justice. De 2004 à 2011, vous occuperez au sein du gouvernement camerounais le poste de ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux au Cameroun. Et vous êtes donc président de votre parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, créé en 2012. Alors Moïse Kamto, voilà, on retient toujours que vous avez été au sein du système, au sein du pouvoir avant de vous en écarter. Vous avez été ministre pendant 7 ans, ministre délégué, tenez-vous à préciser généralement. Alors, on se souvient de votre démission du gouvernement en 2011. Est-ce que vous pouvez préciser à nouveau aux auditeurs les raisons qui vous ont amené à prendre vos distances avec le pouvoir de Paul Biya? D'abord, merci de m'accueillir dans votre émission. La première raison, c'est que en 2011, j'avais le sentiment d'avoir accompli la mission qui probablement m'avait amené au gouvernement, c'est-à-dire la conduite de la délégation camerounaise au plan technique dans la mise en œuvre de l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice le 10 octobre 2002 dans l'affaire dite Bakassi, opposant le Cameroun au Nigeria. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, sur le plan de l'observation générale de la marche de notre pays, je pense qu'il y avait suffisamment de signaux qui indiquaient que nous n'étions pas dans la bonne trajectoire en termes de développement économique, en termes justement de politique sociale, et qu'il était difficile, je dois dire aussi, de faire bouger les choses de l'intérieur, comme l'on dit. J'ai pensé que m'étant acquitté de mon mieux du dossier du différend frontalier entre mon pays et un pays voisin, il était temps de prendre mes distances. C'est pour cela que j'ai donc démissionné en novembre 2011. Vous avez pris vos distances pour créer quand même un parti politique, un an plus tard, en 2012. Et étant au gouvernement, pourquoi n'avez-vous jamais songé à adhérer au RDPC, le parti au pouvoir? Non, il y avait, je crois, un désaccord. Oui, il y avait un désaccord profond sur la conception de la vie politique à partir du RDPC. Je rappelle que le RDPC est héritier de l'Union nationale du Cameroun, parti unique fondé en 1966 par le premier président de la République, et qu'ils étaient restés dans la logique du parti unique. N'oublions quand même pas que l'ouverture du pays au multipartisme ne se réalise qu'en 1990-91, dans les conditions que nous connaissons, puisque il y a une marche à Bamenda au cours de laquelle il y aura 6 morts. Marche parce que les gens veulent créer un parti politique d'opposition, alors même que l'article 3 de la Constitution... Officiellement prononcer sa candidature, annoncer sa candidature. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui les conditions, je dirais, d'une alternance au sommet de l'État par la voie des urnes seraient plus, davantage réunies qu'autrefois? D'abord parce que je crois qu'on a une lecture statique de la scène politique. Donc vous y croyez aujourd'hui, je dirais, à l'alternance sommet de l'État par la voie des urnes au Cameroun? C'est vraiment notre conviction. Paul Biya pourrait être battu donc par les urnes. Ce qu'il se présente, il sera battu. Et vous le verrez. Autre chose est de savoir si les institutions qu'il a mises en place vont proclamer le résultat sorti des urnes. Mais je peux vous dire, dans les urnes, il sera battu. Enfin, mais ça, c'est une autre paire de manches, parce qu'il aura quand même été battu. Mais ça, c'est une autre paire de manches, parce que c'est... On a vu ailleurs, sur d'autres cieux, des candidats, des présidents sortants battus, mais qui sont maintenus quand même aux commandes de l'État. Oui, bon, est-ce pour autant qu'il ne faut pas aller aux élections et dire, c'est... Non, mais la question est de savoir si vous avez, vous, la capacité, je dirais, pour affronter un système qui, jusqu'à présent, ne favorise pas l'alternance par la voie des urnes. Question extrêmement importante, mais moi, je réponds toujours à cette question en disant... Chez moi, on dit qu'on ne pleure pas un deuil qui ne s'est pas encore déclaré. D'accord. Voilà, donc, quand le deuil sera là, on va le pleurer. Mais enfin, ce que je voudrais dire pour l'instant, c'est que
si vous regardez bien, donc on a eu une lecture statique de la scène politique camerounaise. D'abord, peut-être les 2 tiers, pour ne pas dire, enfin la moitié, sinon les 2 tiers de l'électorat camerounais, aujourd'hui, est composé de gens qui ne votaient pas il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Donc on ne prend pas cela en considération. Deuxièmement, on ne prend pas en considération le fait qu'il y a une vraie détérioration du climat économique et social. Le tissu politique lui-même, j'allais dire social, est déchiré. Nous voulons le recoudre, c'est pour cette raison. Il n'y avait pas la crise anglophone dont vous avez parlé en introduction, avec l'ampleur que nous connaissons. Voilà. Il n'y avait pas la situation que nous observons du chômage massif des jeunes qui atteint 80% des jeunes Camerounais. Et donc, tout cela ne peut pas être mis de côté comme cela n'existait pas. C'est fort de cette analyse et de ce que nous observons sur le terrain. Regardez le nombre d'inscriptions sur les listes électorales. En 2011, le corps électoral était de 7 500 000 à peu près. Il est tombé à 7 millions. Là, en avril, on a dit qu'il est autour de 7 90 000 sans nettoyage des doublons. Mais en réalité, on peut dire qu'il y a eu une régression. Et cette régression vient de ce que, pendant longtemps, on a fait voter des populations d'États voisins au Cameroun. Et que la crise dans la partie septentrionale du pays a empêché justement l'inscription massive de ces populations à nouveau. Donc nous avons un corps électoral qui a réellement évolué par rapport à 2007 ou avant, où on était autour de 4 millions, 5 millions. Ceux qui s'inscrivent aujourd'hui, c'est ceux justement qui ne votaient pas avant et qui ont envie de s'exprimer pour dire leur désaccord. Et vous verrez en octobre ce qui va se passer, les gens vont être surpris. Et vous admettrez quand même qu'au-delà de cette démonstration qui est absolument lumineuse et tout à fait convaincante, un coup d'État électoral est toujours possible. Oui, absolument. Je saurais vous contredire là-dessus. Abdelaziz Moudé. Oui, Maurice Kamto a évoqué la crise anglophone. Je pense que c'est une question fondamentale et majeure de l'heure aujourd'hui. En l'état, Maurice Kamto, en octobre de l'année dernière, vous avez fait une sortie sur l'effacement du politique. La mise entre parenthèses de la Constitution et de la loi et aussi la militarisation rampante. C'était en octobre 2017, après les événements du 1er octobre. On a constaté qu'aujourd'hui, les égorgements de population, les rasages de villages, de militaires, etc. se sont banalisés presque. Alors, est-ce qu'il faut attendre que vous soyez au pouvoir, Maurice Kamto, pour que la question du dialogue soit posée? Est-ce qu'il faut attendre que vous soyez au pouvoir pour que les rapports de force puissent conduire M. Biya à organiser un véritable dialogue ou bien à organiser une sortie de crise? Je crois que tous les Camerounais sont désespérés devant l'inaction du président de la République. Tout le monde sait qu'il a tous les pouvoirs pour régler la crise. J'ai coutume de dire à mes compatriotes, vous nous interpellez, mais moi si je vais à Bamenda ou à Boya et je discute avec mes compatriotes qui sont là, sans avoir un mandat du président de la République, quel que soit le résultat auquel nous parviendrons, on ne peut pas acter. Parce que c'est lui qui a les moyens d'acter les décisions qui vont être obtenues à l'issue d'un dialogue éventuel. Vous y croyez encore au dialogue? Non, je crois qu'il a donné toutes les indications qu'il n'ira pas au dialogue. Parce que tout le monde attendait déjà, dans son discours de fin d'année 2016, si je me trompe, lorsqu'il a dit... on ne changera pas la forme de l'État. Enfin, le Cameroun est une république unie et indivisible. Personnellement, j'avais espéré qu'à cette époque, il dirait dans son discours, voilà, on va régler cette affaire en mettant en place la régionalisation, qui est contenue dans la Constitution. Dans la Constitution qu'il a voulu en 1996. Parmi les solutions que vous préconisez, vous parlez de régionalisation, de décentralisation, de fédéralisme même. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, ce sont 3 options donc, qui seraient retenues à l'issue d'un dialogue. Absolument. Or, le mois dernier, un ministre camerounais, celui de la décentralisation et du développement local, Paul Atandjanji, lui déclarait très clairement que le dialogue n'était plus à l'ordre du jour. Il donnait même un ultimatum d'ailleurs aux militants anglophones pour déposer les armes. Donc, on n'est plus du tout, je dirais, dans un processus de dialogue, on s'en est plutôt éloigné. Vous avez raison, et c'est devant ce constat que nous pensons que le gouvernement actuel ne peut pas régler la crise. D'abord parce qu'il n'a pas la volonté de régler la crise, mais aussi parce que désormais il s'est discrédité, et donc du coup il est disqualifié pour le faire, parce qu'il n'est plus audible du côté des anglophones. Parce qu'il a en réalité, toutes ces personnalités ont montré qu'elles ne pouvaient pas apporter une solution à la crise, quand bien même d'ailleurs, elles viendraient de la partie anglophone. C'est pour cela que nous disons, l'élection est une clé, parce que si vous changez de gouvernement, vous changez d'équipe, de personnel politique, vous pouvez avoir le dialogue dont le pays a besoin. Ceux qui disent que le dialogue n'est plus à l'ordre du jour n'ont rien compris à la construction des sociétés et des nations. Une nation est une invention de chaque jour. Nous sommes dans des pays qui ont 1000 ans d'âge.
Et ces nations n'ont pas été toujours comme elles sont aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut nier la crise anglophone qu'elle n'existe pas. Donc, la question de la forme de l'État n'est pas tabou, selon vous? Non, du tout, absolument pas. C'est pas ce qu'on entend de l'autre côté, en tout cas du côté du pouvoir. La seule question qui n'est pas à l'ordre du jour, qui ne sera jamais sur la table, c'est la sécession. Ça n'est pas une option. Après cela, on peut débattre de la forme de l'État au Cameroun sereinement. Oui, vous l'avez dit, il y a la question du programme du MRC sur un statut particulier qui sera accordé à ces deux régions dites anglophones au Cameroun. Mais ce qui était intéressant dans votre propos tout à l'heure, c'est la question de la fabrique des nations. J'ai suivi un propos très intéressant, d'autre part, puisque je m'intéresse à ces questions panafricanistes. C'était sur les États-Unis d'Afrique centrale avec le trait d'union qui existe entre les différentes populations. C'est une idée de Barthélemy Boganda, effectivement. Et alors, j'allais vous poser la question, la double question suivante. Premièrement, Moïse Kamto, est-ce que vous pensez qu'il y a une question identitaire dans la crise anglophone? Et car la question de l'héritage colonial des langues, c'est substituer une question d'identité propre à ces deux régions-là. Et ensuite, est-ce que vous pensez que ceux qui se sont constitués comme ambazoniens pourront